Bonsoir Général Pierre Denis. Bon, bah, rebonjour les amigos, les amigos, les amigas. On continue la partie de The Link Awakening. Que vous adressez The Link Awakening de Zelda. Bon, Bon, j'ai perdu 25 fois comme vous avez pu voir. c'est sûr, c'est encore cette guerre. Et donc, voilà, on regarde le général Pierre de Villiers sur BFM TV en intégralité. On va pas tout regarder parce que ça risque d'être un peu long. Et je pense que Qu'est-ce que vous répondez? on va voir combien de temps on regarde, combien de temps on tient le coup. C'est la vraie question. Donc là, j'ai réussi à avoir la clé pour le. Dans Je cette sais pas. affaire, il y a un agresseur et des agressés. Mais la question que je me Ah, ça, j'ai pose, c'est fait mon link avant. quelle serait la capacité de la France dans un tel engagement? Capacité militaire, mais aussi capacité de la nation en armes. C'est un savoir-faire que nous avons perdu depuis la chute du mur de Berlin, puisque moi j'ai consacré la première partie de ma carrière au pied du mur de Berlin, et nous avions un système de défense opérationnelle du territoire, et le lien armée-nation existait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec une armée professionnelle qui est orientée vers des interventions plutôt à l'extérieur. Donc ce modèle d'armée actuel me paraît Ça va, mon être amour? inadapté à la nouvelle situation d'une éventuelle guerre d'intensité. Vous dites qu'on ne serait plus capable de défendre notre pays. L'armée française ne serait plus capable de défendre le territoire français. Eh bien, je crois que la question se pose, quelle serait la réaction déjà des Français par rapport à ce que nous voyons en Ukraine? Est-ce que les jeunes Français, est-ce que ceux qui sont en âge de combattre feraient ce que les Ukrainiens ont fait? La question, c'est que vous posez la question, c'est que vous avez réponse. c'est le livre. Oui, C'est le livre. Ah ouais, les Français sont capables de défendre la clé, de toute façon, ils On ne s'adresse à la jeunesse aujourd'hui en posant ces questions, en leur donnant des points de repère, des valeurs, des qualités dans la crise, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de tous ces sujets. Oui, vous parlez, vous adressez aux jeunes, évidemment, c'est de qui innover, réfléchir, etc. Vous avez 1000 conseils pour eux, mais est-ce que vous avez un doute sur le fait que la jeunesse française et au-delà, les Français, comment dire, réagiraient de la même manière que les Ukrainiens? Je pense que la question se pose, qu'il faut la poser, et que, par exemple, le service national universel du président Macron est une des réponses possibles. Mais je trouve que dans notre éducation nationale, on ne parle pas assez de la défense de notre pays, de cet attachement à nos valeurs, cette communauté nationale, de cet attachement au drapeau français, de la fierté française, de la patrie, de la terre des pères, de la nation. On n'en parle pas suffisamment. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense qu'en plus nos jeunes attendent ce message fort, nos jeunes attendent un message d'engagement, de raison d'être, de sens. C'est ce qu'on entend dans les entreprises, c'est ce que j'entends dans toutes les rencontres avec les jeunes. On va revenir avec un seconde, mais vous dites que la nation française a perdu confiance, car elle soude progressivement le creuset national de sa débilité qui comprend moins, et la suspension du service militaire a accéléré ce phénomène. Est-ce que vous dites, vu ce qu'il se passe autour de nous, notamment cette menace, vraie guerre sur le sol européen, la guerre elle est là, devrait nous amener à réfléchir par exemple à la réintroduction du service militaire? Devrait amener à réfléchir à l'attachement de notre jeunesse à défendre notre pays, à défendre notre Europe, à défendre nos valeurs incontestablement. Le service national qui est suspendu était un dispositif qui existait. Je pense qu'on a fait preuve de myopie politique en ne l'étendant pas de manière égalitaire, garçon-fille et universelle, sans ces dérogations qu'il y avait. Je pense qu'il fallait construire une armée professionnelle, et ça s'est montré efficace et adapté au cadre géostratégique ensuite à partir des années 95. Mais nous ne disposons plus de ce creuset national que nous avions à l'époque du service militaire. Alors, le rétablir, je ne sais pas, mais établir nécessairement quand on est jeune français, on sait qu'on appartient à la communauté nationale, on sait pourquoi, on sait à quoi on s'engage, on connaît ses droits, mais surtout ses devoirs. Vous êtes très politique comme général. Vous avez la défense de la nation, à l'effort, à la rigueur.
l'uniforme de la paix. Est-ce que c'est pas finalement plus politique que la plupart des généraux qui se contentent de faire Oh là là, la je suis tombé dans guerre, le faire la paix? je suis Non, tombé dans je le crois que je coup suis politico-militaire. J'ai essayé d'être conseiller militaire utile aux autorités politiques. J'ai eu la chance de connaître les 4 derniers présidents de la République. J'ai été à Matignon à 2 séjours, j'ai connu 3 présidents de la République. Du coup, j'ai peut-être une petite culture politico-militaire. En tout cas, moi, je suis soucieux de mon pays. Le dernier chapitre, je le consacre à cet amour de la France pour nos jeunes. Et en plus, je trouve qu'ils l'attendent. Ils attendent ce message. Je vais vous poser une question. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui serait différente de celle de la Seconde Guerre mondiale, par exemple? Parce que si on se penche un peu sur l'histoire, on ne peut pas dire que l'ensemble des Français ait fait partie de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui serait moins sensible au drapeau? Moi, ce que je voudrais, c'est éviter la défaite de 40. Vous voyez, c'est exactement le cas de figure que je vois venir. Parce que notre modèle d'armée actuel n'est pas prêt pour un conflit de haute intensité, c'est-à-dire des types d'engagement de ceux que nous connaissons entre l'Ukraine et la Russie. Regardez le volume d'artillerie, le volume de génie, le volume de munitions, de pièces de rechange, le volume en matière de soutien santé, de logistique plus globalement. Nous sommes détaillés pour ça. Sur les questions budgétaires, là, on depuis qu'Emmanuel Macron est revenu, il a quand même augmenté considérablement, alors même si ça ne rattrapera pas les restrictions du passé et les dividendes de la paix. Le budget de l'armée française augmente régulièrement de plus en plus. Vous avez raison, nous avons finalement l'année notre budget depuis la chute du mur de Berlin, en savourant les délices des dividendes de la paix quand les États-puissants, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite augmentaient de 5 à 10% par an depuis une vingtaine d'années. Alors le président Macron a décidé d'augmenter de 1,7 milliard par an, il a tenu sa promesse. Donc tac, la première année, il l'a fait la première année, après mon départ, effectivement. Oui, on rappelle, si on regarde, 2017, c'est-à-dire vous partez avec fracas, vous qui êtes à ce moment-là le plus haut gradé de l'armée française, vous partez avec fracas, on se souvient d'Emmanuel Macron avec un discours martial derrière pour rappeler qui est le chef, c'est-à-dire le président de la République, mais vous partez notamment parce que ça aujourd'hui, vous avez vu le budget de l'armée française, ce depuis 2015, je voyais bien la conjugaison du terrorisme radical et du retour de cette puissance avec en fond de tableau les grands organismes et le dérèglement climatique qui pète toute la planète. Et donc avec tous ces facteurs, je voyais bien que nous étions dans un moment instable avec des stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire l'organisation internationale, les organisations collectives qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en grande difficulté. Et donc il fallait incontestablement réanimer notre pays, parce que l'art de gouverner, l'art de diriger, c'est quand même anticiper. Et moi, en tant que conseiller militaire, chef d'état-major des armées, j'ai estimé qu'il y avait un décalage par rapport à ce qu'il fallait faire et ce que l'on faisait. Je dis que nous avons 3 choses à faire. Renouvellement des composantes océaniques stratégiques, la totalité, le porteur, le vecteur et la charge, la modernisation de tous nos équipements, et nous avons réduit en la matière. Et en plus de tout ça, nous avons les conséquences du conflit en Ukraine, avec tous nos stocks considérés et cette réadaptation du modèle. 3 milliards ne suffiront pas, puisque sur ces 3 milliards, il y a 7% d'inflation. Déjà, une partie est consommée par l'inflation. Et quand vous voyez l'état de nos munitions et l'état de nos équipements, pour partir bon de guerre, ce qu'on appelle bon de guerre, il faut beaucoup plus que 3 milliards. Alors pardon mon général, mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore décemment aider l'Ukraine à envoyer des munitions, de l'aide militaire, etc. dans les mois qui viennent, vu ce que vous nous dites ce soir? C'est la quadrature du cercle, c'est un vrai sujet. Nous avons 20%. Mais généralement, si vous voulez pas répondre oui ou non, mais moi je dis que
je suis plus en fonction. Il y a peut-être des équipements que l'on peut donner. Je ne vais pas vous donner le détail des équipements qu'on peut donner, mais globalement, nous avons aujourd'hui 220 chargeurs de terre, nous avons 200 avions Rafale, nous avons une artillerie déjà en quantité de 20%. Donc ça, c'est pour les conflits de haute intensité, c'est le principal matériel d'armée de terre. Notre volume de frégates et de sous-marins est réduit au strict minimum vital. Si vous voulez, c'est sûr qu'on est dans une difficulté pour donner du matériel à l'Ukraine. Après, il faut regarder en fonction des demandes des Ukrainiens, avec la coopération avec les autres pays qu'on peut donner. Moi, je pense qu'on doit pouvoir faire des choses. Mais concernant cette capacité à remplir cette mission de la protection de notre territoire dans le cadre d'une éventuelle attaque de haute intensité, je dis que nous n'y sommes pas du tout. D'une certaine manière, en armant l'Ukraine, on affaiblit la Russie et donc on donne du temps pour mieux se préparer. Donc vous devriez d'une certaine manière être favorable à cette aide et à la guerre contre la Russie. Mais bien sûr qu'on doit aider les Ukrainiens parce qu'on ne peut pas admettre qu'une puissance, un État puissant brave le droit international, déroge au conflit de intérêt d'affaiblir la Russie et d'empêcher qu'elle recommence. Je dis que notre intérêt, c'est que cette guerre s'arrête vite possible et que les parties prenantes puissent aller autour de la table parce que c'est une boucherie, on est bientôt, d'après les chiffres, à 100 000 soldats hors combat, sans parler des pertes civiles. C'est une boucherie et notre intérêt à nous, les Européens, c'est d'arrêter cette guerre. Ça me paraît évident, sans aller vers une paix ivoise qui soit inatteignable, indécente pour les Ukrainiens. Et dangereux pour la paix. Eh bien, si vous étiez général ukrainien, vous feriez la paix aujourd'hui? Eh bien non, évidemment que les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui veulent gagner la guerre et sont en incapacité de la gagner. Mais moi je vous parle de la France, de l'Europe, des Américains, des Chinois, ceux qui sont autour de cette guerre. L'intérêt de tout le monde, à mon avis, c'est quand même d'être le plus vite possible autour de la guerre. On fait comment en général? C'est la question que tout le monde se pose. Comment on fait pour arrêter la guerre? Aujourd'hui, c'est vrai qu'aucun des deux pays, objectivement, ne peut la gagner. Et les Russes, militairement, sont dans la difficulté. Je pense qu'ils attendent l'hiver pour reconstituer leur force et ensuite faire des offensives, en particulier dans le Donbass. Les Ukrainiens sont plutôt à l'offensive et un peuple en armes. On ne l'arrête pas comme ça parce que maintenant, ils ont repris les forces morales nécessaires. On est vraiment dans une situation très difficile. Maintenant, moi, je fais confiance aussi à la diplomatie. C'est le militaire qui me dit ça, donc je peux vous le dire. Je fais confiance à la diplomatie, je fais confiance au rapport de force, à l'intelligence de situation, aux parties prenantes autour, en particulier les Américains et les Chinois, qui ont quand même l'un et l'autre une influence sur les deux parties prenantes de la question. Et puis toujours garder la possibilité pour la France de parler aux deux parties. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans les heures qui viennent, l'Ukraine s'attend à de nouvelles frappes. Dans les heures qui viennent, c'est ce que disent les Ukrainiens. Le ministère de la Défense explique qu'il y a des manœuvres russes en cours dans la mer Noire, dans la mer d'Azov. Quasiment 80 missiles seraient prêts à être envoyés d'après les Ukrainiens. Est-ce qu'on s'est planté là-dessus en ne voyant pas bien quelle était la profondeur des Russes qui, après 9 mois de guerre, sont encore capables, ce soir visiblement d'après les Ukrainiens, de mobiliser 80 missiles prêts à être envoyés sur l'Ukraine. Est-ce que là, on ne sait pas trop? C'est déjà trompé quand les Russes arrivent à Syrie. Moi, j'étais en fonction de cette époque-là, on disait les Russes ne pourront pas gagner, les Russes ne tiendront pas économiquement, le pays va s'effondrer, etc. On s'est déjà trompé. Les Russes en Syrie ont permis Bachar al-Assad d'être toujours en place. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la Russie dans sa capacité militaire. Moi, j'ai préparé la guerre contre le pacte de Varsovie, contre l'armée rouge. Bien sûr, elle a explosé en Europe, bien sûr, tout ça a été détruit. Mais ça fait 20 ans qu'ils se préparent. Qu'ils se reprépèrent en augmentant leur budget de défense de 5 à 10% par an. Donc, moi je ne crois pas à un effondrement de l'armée russe brutale. Je pense qu'ils sont en train de se réorganiser autour du Donbass et qu'ils ont la possibilité d'utiliser des moyens et de se prendre.
on voit bien cette reconfiguration sur l'attaque des populations via l'énergie, le chauffage en plein hiver, couper l'eau, etc. Et ils vont nous faire le coup pour d'autres modes d'action, j'en suis persuadé. Vous parlez notamment de budget de l'armée, on va demander le chiffre aujourd'hui. C'est Reuters qui les a rendus publics aujourd'hui. Un tiers du budget russe, l'an prochain sera dédié à la sécurité et à la défense. Un tiers du budget russe. Vous dites qu'on devrait être capable de faire ce genre d'effort. Non, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un effort. L'Europe, les pays européens, singulièrement la France, qui me préoccupe particulièrement, qui n'est plus adapté à la nouvelle situation géostratégique que nous avons depuis la guerre en Ukraine, depuis simplement 2015, ce retour des États-puissances. Parce que là, on parle de Russie, mais on parle de Chine. Vous voyez bien, l'Iran, c'est extrêmement instable. Regardez l'attitude de la Turquie avec les Kurdes, etc. On a finalement une série de pays qui ont des stratégies de long terme, quand nous sommes dans le court terme, un modèle d'armée pour le réorganiser, pour le réadapter, c'est 10 ans. Le problème, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle dans votre livre, et vous allez pouvoir expliquer des choses que vous n'avez peut-être pas bien comprises. Vous parlez de ces États-puissances comme la Chine, comme la Russie, et vous dites qu'ils ont une stratégie de long terme, ils parlent de générations futures. Quand nous dissertons sur la prochaine élection, vous dites la Chine construit des nouvelles routes de la soie pour 2050, la Russie cherche à rentrer la grande Russie orthodoxe à l'horizon de 20 ans. Pardon, mais on parle de pays qui défendent aujourd'hui une vision impérialiste, on parle de régimes dictatoriaux, ça peut pas être un modèle. Heureusement qu'on réellement ici sur les élections qui vont arriver. Gouverner, c'est prévoir et anticiper. Et les grandes tendances à 20 ans, c'est ce qui décidera de la capacité de nos pays démocratiques. Aujourd'hui, c'est vrai que les démocraties sont en difficulté parce qu'elles sont contournées par ces États-puissants qui ne respectent pas le droit international, en l'occurrence le droit des conflits armés aussi, on le voit bien, mais nos démocraties sont en difficulté aussi parce que nos dirigeants n'ont plus la capacité d'avoir une vision stratégique pour notre pays et pour notre Europe. En tout cas, c'est au cœur de mais écoutez, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Regardez la façon dont notre modèle d'armée a été développé après la chute du mur de Berlin en 1989. C'est depuis ce temps-là que nous sommes dans cette pente. Nous avons quitté toute défense du territoire, nous avons prétendu qu'avec la dissuasion nucléaire, nous serions protégés la coopération internationale, etc. Nous avons construit un modèle d'armée projetable qui intervient au Proche-Orient, en Afrique, partout où nous en avons besoin. Vous ne croyez pas qu'on est protégé avec la force de dissuasion, c'est ce que vous nous dites aussi. Mais je crois surtout que j'ai vécu 20 ans avant la chute du mur de Berlin, nous avions aussi la dissuasion et ensuite nous avions le nucléaire tactique que nous n'avons plus. Et nous préparions quand même la protection du territoire, la protection du peuple sociaux, parce que le pays est fragile, il a des potentiels. Et aujourd'hui, c'est plus Mais en réalité, l'arme nucléaire, elle est là pour se servir. Donc, est-ce qu'elle sert à quelque chose? L'arme nucléaire est une arme de dissuasion. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une arme qui doit garder cette crédibilité dans le cadre du dialogue entre les nations, mais face au retour des États-puissances, et c'était le cas avec le pacte soviétique, vous avez bien compris à l'époque, on se devait aussi de protéger le territoire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à construire cette défense de la nation. Il faut réfléchir à tout ça, parce que